Les titres, première rencontre Clinton-Mitterrand à Washington. Les deux chefs d'État ont surtout parlé de la Bosnie. Le président français a annoncé sa prochaine participation personnelle aux négociations de paix. Il présidera jeudi à Paris une réunion avec le président serbe Milosevic. Les marins-pêcheurs en France expriment une nouvelle fois leur colère. Violents affrontements avec les forces de l'ordre à Nantes la nuit dernière. Dans ce journal également des précisions sur la grève à la RATP, demain et après-demain, un reportage sur la méthode Baudis dans le sud-ouest et nous reviendrons bien sûr sur le triomphe posthume, hélas, de Cyril Collard et de ses nuits fauves à l'occasion de la nuit des Césars. Madame, Monsieur, bonsoir. Grâce à Isaac Newton et à Pierre-Simon Laplace, chacun sait maintenant que les marées sont dues à l'attraction exercée par la Lune et par le Soleil sur les particules liquides. Les grandes marées se produisent à l'approche des équinoxes, lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure exceptionnel avec une marée de coefficient 119. Mais cette troisième marée du siècle risque de décevoir les curieux, faute de vent. Reportage à La Rochelle, Gilles Marinet, Bertrand Michaud. 17h30, port de La Rochelle, la grande marée n'ira pas plus haut. Le record, vieux de 26 ans, semble intact. Vérification. Une belle marée, la marée du siècle sans doute, mais le problème c'est que le record ne sera pas battu aujourd'hui. En 1967, on était arrivé ici, à 5 cm du bord. Nous étions prévenus toute la journée, les pêcheurs professionnels, insensibles à la foule des badauds, avaient fourni le bon pronostic. Non, on ne montera pas plus haut que c'est maintenant. Un petit peu plus, peut-être. Elle est mélangée, hein. 5-6 cm de plus, mais ça ne fera pas une marée au moins, ah, non, il y a des vents extraordinaire. sur roi, attention. S'il y a des vents sur oui, qu'il y ait des vents S'il y a des vents sur sur le vent sur roi, attention. Hein. Beau spectacle tout de même qui s'est joué à guichet fermé sur les quais, toutes générations confondues. Vous étiez môme en 67, la dernière grande marée? Oui, j'avais 6 ans, mais je me rappelle, j'avais été la voir à Étré à l'époque. Et il était monté un petit peu plus haut que ça quand même, hein, si mes souvenirs sont bons. J'étais tout petit, mais je me rappelle un peu. Avec ou sans record, une bonne grosse marée, c'est du pain béni pour les cannes à pêche. La marée du siècle, ça va être la pêche du siècle pour vous? Ah oui, j'espère. Parce qu'en principe, ça devrait bien mordre. Hein. La grande marée, c'est bon pour ça. Ah oui, c'est bon. Hein. Pour la question de ça, c'est valable. Hein. Qu'est-ce qui va sortir là, au bout de la ligne? Ben, des anguilles, j'espère. Certains tout de même sont un peu plus rassurés que ce matin. Il y a des bateaux qu'on n'a vraiment pas envie de frotter sur les quais. Pas d'égratignures, pas de problème, pas de dégâts, tout s'est bien passé. La marée a un franc succès populaire et au passage, une jolie leçon d'optimisme. Maintenant, il faut attendre combien de temps? Le siècle prochain, comme ça on pourra faire des comparaisons. En cette période électorale, nous sommes, vous le savez, tenus à un strict équilibre. Donc après la marée haute, voici la marée basse avec ce reportage près de Saint-Brieuc de Valérie Fourniou et Christian Leroux. Un rendez-vous à ne pas manquer. La Lune est dans l'axe du Soleil, la Terre au milieu et les hommes ont les pieds dans l'eau, en espérant bien ne pas revenir bredouille. La marée, c'est une bonne marée, puisqu'il n'y en a pas eu depuis longtemps de 119, donc normalement ça devrait marcher. 119 de coefficient, la troisième grande marée d'équinoxe du siècle. Certains n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre le littoral. C'était l'occasion de venir passer une bonne journée à la mer. C'était la surprise pour les enfants, quand c'est des vacances. Tu as rencontré un crabe? Non. Non? T'aimerais bien? Ah non. Pourquoi? Sinon ils vont me penser alors. Petits ou grands, tous avaient aujourd'hui l'espoir de revenir avec une pêche aussi miraculeuse que la marée est exceptionnelle. Déception. Il y a plus de monde qu'il y a de coquilles. Hein. Vous n'avez pas trouvé beaucoup aujourd'hui? Non, rien du tout. Rien. Vous voyez, ça, cette grappe de gens partout là. Ils font comme vous, ils cherchent? Ils cherchent. Ouais. Il n'y en aura pas pour tout le monde alors? Non, je ne pense pas. Il n'y aura pas beaucoup de coquilles dans les assiettes ce soir. En tout cas, il y aura des moules, mais pas si bonnes en cette saison, disent les connaisseurs qui se sont fait le plus discret possible. Ah ouais, ouais, alors si vous en pêchez une, hein, mais vous avez dit personnes qui sont derrière vous en train d'essayer d'en pêcher sur vous. Alors est-ce que vous essayez de le faire discrètement? Bah oui, mais vous savez, il y a des yeux partout. Hein. À pied, en chalut ou en barque, la pêche reste encore et toujours sous le sceau du secret, grande marée ou pas. Demain, dans notre édition de 13h, toute une série de reportages sur cet événement tout à fait exceptionnel. Sur tous les tons, les marins-pêcheurs continuent de crier leur désespoir dans le calme, en organisant des journées villes mortes dans les principaux ports du littoral, mais parfois dans la violence, comme hier soir à Nantes. Sophie Jouve. Les commerçants ont baissé leurs rideaux, les gros chalutiers ne sont pas sortis,
À 14 h, le cortège se forme au fond du port de l'Île-Dieu. Les familles des marins ouvrent la marche, les enfants ont séché l'école. Tout le monde ici est touché par la chute des cours du Poisson. S'il n'y a plus de marins, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'Île-Dieu? Une île comme Ouessant ou l'île de Ré ou l'île de Saint, c'est pas la peine. Hein. Il faut que l'île continue. Hein. Puis en plus, ici à l'Île-Dieu, tout le monde vit de la pêche. Hein. On a tous des maisons à payer, on a des enfants à élever, et puis bon, c'est la galère complète, quoi. Opération Ville morte aussi à Lorient, au Sable d'Olonne et à la Turballe en Loire-Atlantique. Au total, 5000 personnes se sont donné rendez-vous cet après-midi pour défendre la pêche française dans le calme et la colère contenue. Mais la nuit dernière, les marins-pêcheurs ont choisi la violence. Ils étaient 800, ils voulaient contrôler le marché d'intérêt national de Nantes. Ils se sont opposés pendant 3 heures aux forces de l'ordre. Bilan des affrontements, 7 blessés parmi les policiers. On va faire autre chose maintenant, on va changer. On ne peut pas se permettre de casser. Jusqu'à présent, on n'a jamais été des casseurs. C'est la première fois où les marins participent à des actions violentes de ce type. Et on va arrêter là maintenant. On fera autre chose. Et peut-être plus payant. Et pour inaugurer ce changement de stratégie, le comité de survie appelle le 17 mars à une manifestation nationale et pacifique. Représailles anglaises où, dans le port de Grimsby, des dockers se sont joints aux pêcheurs pour empêcher un camion chargé de morues françaises de débarquer sa cargaison. Les marins-pêcheurs britanniques, eux aussi, ont beaucoup d'état d'âme. Reportage Christian-Marie Monod. Pêcheurs européens, même combat. Dans le port écossais de Peterhead, ils ont accosté un chalutier russe et ont arrosé son chargement d'huile de moteur, les cours de poissons étant en chute libre dans la région. Ils ont également avalé une arête de travers. En représailles aux actions de leurs homologues français, ils ont empêché le débarquement de poissons français d'un camion en provenance de Roscoff. Ce qui nous rend furieux, c'est l'hypocrisie des Français. Ils n'acceptent pas qu'on vende notre poisson chez eux, et ils veulent envahir notre marché qui déjà se porte mal. Londres a déploré les actions des commandos français qui ne respectent ni la loi ni l'ordre. Les responsables de la pêche en Écosse ont lancé des appels au calme ce soir et de préciser qu'il fallait resserrer les filets pour protéger toute la pêche européenne. Il semble que les pêcheurs britanniques ont plus le pied européen que leur gouvernement. Profession également sinistrée, certains producteurs de fruits et légumes à Mont-de-Marsan, une centaine d'entre eux se sont affrontés la nuit dernière aux forces de l'ordre autour de la préfecture. Les manifestants protestent essentiellement contre la lenteur des procédures de désendettement. Reportage Sandrine Meurck et Olivier Combe. Si les agriculteurs attaquent les banques du Crédit Agricole d'Auch ou de Montauban, c'est parce qu'ils sont en situation de faillite. Après avoir manifesté contre la nouvelle politique agricole commune et les accords du GATT, ils se mobilisent aujourd'hui pour empêcher la saisie de leurs terres et de leurs fermes. Dans le Gers, près d'un agriculteur sur 2 est en état de cessation de paiement, comme Francis. Ce qu'il demande, c'est l'arrêt immédiat des poursuites et un plan de désendettement. On vous prend tout. On vous prend l'exploitation. On vous prend la maison. On prend celle de vos parents, de vos arrière-grands-parents. On vous prend tout aujourd'hui. En 80, Francis a investi lourdement pour répondre aux nouvelles normes de productivité. Mais l'effondrement des cours agricoles et les quotas laitiers qui limitent la production n'équilibrent plus ses dépenses. Francis se retrouve à la tête de 23 vaches, 130 brebis et près d'1 million de francs de dettes. Il dépose le bilan. L'agriculteur sait se cacher car dans son orgueil, il ne veut pas faire savoir qu'il est comme moi, au bout du rouleau. Vivre le jour sans savoir si demain on est foutu dehors de chez soi ou si ça vaut le coup de labourer ou de semer sans savoir si on va récolter, des nuits blanches, il passe rien que de penser à ça, quoi. Endetté jusqu'au cou, Francis vit sur le RMI de ses parents qui l'aident à plein temps pour maintenir l'exploitation à flot. À 20 km de la ferme, son père garde les brebis jour et nuit. Moi j'arrive, je suis au seuil de la retraite et je m'aperçois que j'ai travaillé toute ma vie pour rien, quoi. Le constat est amer. Car plus que les fonds de tiroir qu'on vide dans la famille Lalanne, c'est toute une lignée de bergers qu'on voit s'éteindre aujourd'hui. Les dysfonctionnements des marchés internationaux et la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, c'était l'un des thèmes de discussion Clinton-Mitterrand aujourd'hui à Washington. D'autre part, les deux chefs d'État sont tombés d'accord sur le principe d'une réunion du G7 consacrée essentiellement à l'aide occidentale à la Russie.
Mais les deux présidents ont surtout parlé de la situation actuelle en Bosnie-Herzégovine. François Mitterrand a annoncé qu'il allait participer lui-même prochainement aux négociations de paix organisées par les Nations Unies. Le président français présidera jeudi à Paris une rencontre entre les deux médiateurs de l'ONU, Cyrus Vance et Lord Owen, et avec le président serbe Slobodan Milosevic. Sur ce premier sommet franco-américain, commentaire de notre envoyé spécial, Philippe Arouard. Un minimum de protocole pour ce premier rendez-vous. François Mitterrand est venu sonder les intentions de Bill Clinton. Le contact est bon. Je comprends le français, confie le président américain. Il y a une volonté d'entente entre nous, dit François Mitterrand, même s'il y a, et c'est normal, des oppositions, par exemple sur les relations commerciales. Mais le grand sujet des conversations aura été la Bosnie. France et États-Unis sont d'accord pour miser sur le processus diplomatique à partir du plan Vance-Owen, même s'il est imparfait. Et le président Mitterrand voit plus loin. S'il est accepté, au bénéfice de discussions, le cas échéant de modifications, s'il est accepté, nous pensons qu'il faudra aussitôt mettre sur pied, sans que la transition dure trop, et même si elle pouvait être immédiate, une présence militaire de respect des accords pour que les passions et les animosités locales ne prennent pas tout aussitôt le dessus. À cet égard, la France est prête à participer à cette force de paix sous l'autorité des Nations Unies. La visite éclair de François Mitterrand ici à Washington, qui sera suivie d'une autre aussi brève mardi prochain à Moscou, montre à l'évidence que le chef de l'État reste l'interlocuteur privilégié des grands de ce monde. Autrement dit, en matière de politique étrangère, il ne faudra pas l'oublier. Le patron, c'est lui. C'était un face-à-face pour faire connaissance, pour reprendre la formule d'un diplomate américain. Ce premier rendez-vous Mitterrand-Clinton était celui de la clarification. Comment ce sommet est-il analysé côté américain? Réponse de notre correspondant permanent Jean-Marc Ilouz. Voilà, le premier contact est donc pris entre Bill Clinton et François Mitterrand. Conversation détendue, directe, indique-t-on du côté français. Bill Clinton indiquant pour sa part tout le profit qu'il avait pu tirer de l'expérience de François Mitterrand. D'ailleurs, sur la Bosnie et sur la Russie, les deux présidents se parleront bientôt au téléphone dès que François Mitterrand sera rentré de Moscou. Et puis aujourd'hui, Bill Clinton s'est montré, semble-t-il, plus ouvert à la perspective, demandée par les Français, d'un sommet spécial des pays riches avant celui de Tokyo, si bien sûr les Japonais acceptent. Alors on a laissé pour la fin le plus difficile, les différends commerciaux entre l'Europe et les États-Unis. Mais Bill Clinton, dès aujourd'hui, a tenu à modérer les critiques qu'il avait formulées la semaine dernière contre Airbus. Ce n'est pas à l'Europe, mais aux Américains, dit-il, que je voulais reprocher de ne pas avoir su aider leur industrie. À noter sur ce chapitre précisément de la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, cette déclaration de Jacques Chirac, selon qui, je le cite, un gouvernement RPR-UDF irait jusqu'à la politique de la chaise vide pour bloquer l'accord sur le volet agricole du GATT, même au prix d'une crise à Bruxelles. La ratification britannique du traité de Maastricht, une nouvelle fois retardée suite à un vote des communes. Réflexion philosophe du chef du Foreign Office, mieux vaut un traité retardé qu'un traité perdu. À Washington, on l'a dit tout à l'heure, messieurs Clinton et Mitterrand en ont convenu, ce serait une erreur d'envoyer actuellement davantage de soldats en Bosnie. Le ministre français de la Défense, Pierre Joxe, a effectué aujourd'hui une visite éclair à Sarajevo pour saluer une dernière fois l'action des casques bleus déployés sur place. Pierre Joxe devrait en effet être nommé demain en Conseil des ministres premier président de la Cour des comptes en remplacement de Pierre Arpaillange. Ouverture aujourd'hui au Caire devant la haute cour militaire du procès de 49 militants islamistes accusés d'avoir organisé des attentats contre des touristes, mais aussi d'appartenir à une organisation clandestine visant à renverser le pouvoir. Commentaire Philippe Rochaud. Il n'y a qu'un Dieu, c'est Allah. Dès l'ouverture de leur procès, les 49 intégristes musulmans ont voulu montrer qu'ils utiliseraient pour leur cause la publicité faite autour de cette première séance devant la haute cour militaire. Face à des juges en uniforme, les militants de ce groupe islamiste, dont l'âge ne dépasse pas 25 ans, sont accusés de 8 attentats contre des autobus et des bateaux de croisière transportant des touristes étrangers qui visitaient l'Égypte. Le pays a perdu 700 millions de dollars car les touristes hésitent à présent à visiter la vallée du Nil. 3 d'entre eux ont été tués depuis septembre. Ces hommes s'en défendent, mais veulent dénoncer ce qu'ils appellent la corruption du régime.
8 peines de mort ont déjà été prononcées à Alexandrie en décembre dernier. Mais derrière ce procès se profile aussi l'ombre de l'attentat de New York. Un proche du chef Omar Abdelrahman, qui dirige ce mouvement, était arrêté hier au Caire. À Rome, ça commence à chauffer sérieusement pour Bettino Craxi. Une commission vient en effet de voter la levée de l'immunité parlementaire de l'ex-secrétaire du Parti socialiste italien, impliqué, vous le savez, dans des affaires de corruption. Des scandales là-bas en chaîne qui font chaque jour de nouvelles victimes, entre guillemets, et non des moindres. Exemple, l'arrestation la nuit dernière du président de l'ENI, la deuxième holding publique italienne, Dorothée Olieric. Quand les Italiens descendent dans la rue, ils n'ont pas de pitié pour les hommes politiques. Des insultes et une manifestation de masse hier à Milan pour protester contre la justice à 2 vitesses. Le décret pour amnistier les politiques mouillés dans des affaires de corruption ne passera pas. Le président de la République italienne a refusé de signer. Dernière affaire en date dans cette Italie secouée par les scandales politico-financiers, l'arrestation pour corruption de cet homme, Gabriele Cagliari, président du groupe public ENI, le deuxième holding du pays spécialisé dans les hydrocarbures et la chimie. Le groupe de M. Cagliari est au centre de l'enquête sur la corruption généralisée en Italie et apparaît comme l'un des plus gros bailleurs de fonds du Parti socialiste. Commencée il y a plus d'1 an à Milan, la guerre contre la corruption a déjà fait quelques centaines de victimes, des hommes d'affaires, des hommes politiques actuellement poursuivis ou emprisonnés. L'enquête sur les règlements de compte, mais aussi les attentats de Nice. 8 personnes ont été déférées cet après-midi devant un juge d'instruction. Tout de suite le point avec nos correspondants Valérie Hermy, Didier Beaumont. Sur les 21 personnes arrêtées, 8 seulement ont été présentées au parquet de Nice. Seuls les plus importants, Jean-Claude Olivero, 36 ans, considéré comme le chef de gang, et ses 2 lieutenants. Pascal Picardo, 20 ans, Michel Borde, 34 ans, impliqué dans 2 des attentats et dans l'un des règlements de compte. Parmi elles également Jean Figuera, l'armurier niçois soupçonné de leur avoir fourni des armes et des explosifs. Hier, au domicile de l'un de ses parents, la police a retrouvé des détonateurs et des explosifs. Le lien avec tous les attentats commis à Nice n'est pas pour autant parfaitement établi. Les protagonistes ne sont pas très bavards. Nous avançons, mais nous avançons à pas compter, puisqu'il y a une seule personne qui sera mise en examen dans le cadre d'un règlement de compte, et il y a une seule personne également qui sera mise en examen pour 2 attentats, les 2 attentats de la maison d'arrêt de Nice. Ce soir, 7 personnes seulement seront placées sous mandat de dépôt. Mais la police ne désespère pas, l'enquête ne fait que commencer. La grève à la RATP, la direction prévoit des perturbations variables, ce qui n'engage à rien. Pour plus de précision, 3615 code France 2. Des conducteurs seront appelés à voter pour décider de la suite ou non du mouvement au-delà de mercredi. Tout de suite le point avec Elisabeth Esley. C'est la grève à l'envers. Les syndicats maintiennent leur préavis pour demain sans avoir consulté les conducteurs. C'est seulement jeudi qu'ils les feront voter sur les dernières propositions de la direction connues ce matin. On n'avait jamais vu un tel cas de figure. Je pense qu'il faut que les conducteurs réfléchissent en leur âme et conscience. Comment peut-on faire comprendre à des millions de voyageurs qu'on fait grève alors que la direction a fait des avancées et qu'on n'a pas encore consulté les conducteurs ? Les quelques concessions annoncées ce matin par la direction en matière de formation et de salaire, principalement pour les conducteurs débutants, sont insuffisantes pour les syndicats. La direction n'a pas fait de nouvelles propositions à part d'augmenter 2,5 points. C'est-à-dire que les conducteurs perdaient 10 points à un moment donné de leur carrière, maintenant ils vont en perdre 7,5. Donc en fait l'amélioration elle est minime. Les conducteurs craignent un important bouleversement de leurs conditions de travail, avec modification d'horaire et de trop grandes disparités dans les déroulements de carrière. La grève sera-t-elle largement suivie demain ? Un syndicat, le GATC autonome, très présent dans le RER, s'est retiré du mouvement et la direction a tout fait pour informer directement les conducteurs sur ces nouvelles propositions. Elle a quand même des inquiétudes puisque dès demain, 5 h du matin, elle propose aux usagers un numéro vert, le 05 15 11 11, pour les informer sur le trafic. Cette information particulièrement dédiée aux grévistes de la RATP à Istanbul, une conductrice de bus récemment licenciée s'est vengée d'une façon assez originale en volant un bus et en l'abandonnant en plein milieu du pont sur le Bosphore qui relie l'Europe à l'Asie, provoquant ainsi un embouteillage monstre qui a duré plusieurs heures.
Mystérieux cambriolage à l'Assemblée nationale. À Paris, les dossiers des déclarations patrimoniales des députés nommés ministres dans le second gouvernement Rocard, donc parmi lesquels Pierre Bérégovoy, ces documents ont mystérieusement disparu. Ils étaient conservés dans un coffre au secrétariat général de l'Assemblée. Je vous rappelle que toute personne faisant son entrée au gouvernement doit obligatoirement faire sa déclaration de patrimoine auprès d'une commission spécialisée. L'Assemblée a évidemment officiellement porté plainte. La campagne des législatives avec ce soir un coup de projecteur sur ce que l'on appelle déjà la méthode Baudis. Le maire CDS de Toulouse a en effet introduit sur les vieilles terres radicales socialistes du Sud-Ouest une pratique politique assez originale et en tout cas efficace puisque la gauche semble avoir beaucoup de difficultés à y résister. Reportage François Brabant, Jean-Louis Normandin. Ce n'est pas qu'il soit casanier, mais Dominique Baudis se sent très bien chez lui. Chez lui, c'est à la mairie de Toulouse. Et de sa mairie, monsieur le maire ne sort pas souvent. Dominique Baudis ne fait presque pas campagne. D'ailleurs, Dominique Baudis ne fait presque pas de politique. La mairie, il l'a presque eue en héritage il y a 10 ans. Et depuis, monsieur le maire applique sa méthode. Se tenir bien à l'écart des états-majors parisiens dans la région l'opposition. C'est lui. J'estime que les candidats ici sont assez grands pour faire passer leur message. On s'est toujours débrouillé tout seul et on s'en porte mieux comme ça. Résultat, c'est une véritable écurie Baudis qui se lance à l'assaut de ce fief de la gauche. Certains sont très proches de leur modèle, comme le très centriste Jean-Pierre Bastiani. Les autres suivent l'exemple et font une croix sur leur étiquette, comme Grégoire Carneros, RPR, qui s'efforce de faire du centrisme gaulien ou du gaullisme au centre, car comme il le dit lui-même, l'essentiel est ailleurs. Je suis le candidat UDF-RPR soutenu par Dominique Baudis. Voilà. Bonjour. Denis, un petit souvenir. Voilà. Bonjour madame. C'est simplement, si vous voulez, l'esprit d'équipe. Et l'équipe passe par des hommes. Bien sûr que les hommes ont les étiquettes, mais ce qu'on voit d'abord, ce sont les hommes. Alors, pour enrayer l'effet Baudis, Lionel Jospin est arrivé. Mais paradoxe, sur cette vieille terre de gauche, la greffe a du mal à prendre. L'an dernier, le Parisien, l'homme d'appareil, n'a été élu que d'extrême justesse au Conseil général. Alors Lionel Jospin rencontre, argumente et essaie de convaincre cette terre radicale qui hésite à se donner à lui qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mon père, qui était déjà lui-même un homme de gauche, un socialiste, était vraiment de cette tradition jaurétienne. Il en avait, je dirais, l'éloquence, il en avait le style, et donc oui, je m'y reconnais. Mais la tâche de Lionel Jospin n'est pas facile. Aux anciens qui lui reprochent ses racines et sa culture, s'ajoutent les jeunes qui ne croient plus au PS et certains passent à l'ennemi. Quand on a été socialiste, on le reste au fond de son cœur, mais il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Certaines fatigues liées aux affaires, liées à aussi certaines pratiques de la vie publique qui ne correspondent plus à cette fin du XXe siècle. En Haute-Garonne, le courant s'inverse. Aujourd'hui, c'est aux socialistes de ramer pour le remonter et sauver quelques-uns des 7 sièges qu'ils possèdent encore. La campagne officielle sur les ondes de la radio et télévision de service public vient de commencer hier soir sur France 2. Vous avez été probablement frappé par l'apparition d'un orateur s'exprimant au nom du parti de la loi naturelle. Il faut savoir que les organisations qui présentent plus de 50 candidats sur l'ensemble du territoire ont le droit de s'exprimer dans le cadre de cette campagne officielle. Vous allez le constater avec ce reportage de Pascal Golomer et de Franck Brisset. Cette organisation est vraiment au-dessus des partis dans tous les sens du terme. Surtout, ne les dérangez pas, ils sont en pleine campagne électorale. Leur programme, il est simple. Pratiquez la méditation transcendantale et vous créerez la paix mondiale, le paradis sur terre, tout simplement. Les 135 candidats du parti de la loi naturelle en sont convaincus, eux qui depuis des années méditent, passent aujourd'hui à l'action politique, parce que, disent-ils, il y a urgence. Leur maître, c'est lui, Maharishi Mahesh Yogi. Aux États-Unis, ces adeptes ont ouvert dans les années 70 une université où tout le monde pratique la méditation. On explore sa conscience, on atteint l'intelligence pure, et parfois, on s'envole. Enfin presque. Le vol yogique, c'est ça la recette miracle. La première mesure à prendre, c'est de constituer un groupe de 7000 personnes pratiquant cette technique de méditation transcendantale et le vol yogique, qui est la technique la plus puissante pour créer de la cohérence dans la conscience collective. Cette simple mesure fera baisser du jour au lendemain la criminalité en France et fera baisser le chômage en France. Et qu'on ne se moque surtout pas. Les militants sont prêts à vous démontrer, graphique à l'appui, la baisse des crimes et des maladies dès que leur esprit est en harmonie avec leur corps. Ce programme, les électeurs britanniques l'avaient découvert l'an dernier au cours des élections à la Chambre des communes. Le parti de la loi naturelle avait alors récolté 1% des voix avec le soutien de George Harrison, s'il vous plaît.
Le 21 mars, Benoît Frappé et ses amis comptent faire davantage partout où ils se présentent et rêvent déjà d'une candidature au présidentiel. De belles méditations en perspective. La 18e nuit des Césars a récompensé 5 fois le film Indochine, à commencer par Catherine Deneuve, sacrée meilleure actrice. Claude Rich a été élu meilleur acteur pour Le Souper, Claude Sauté César du meilleur réalisateur pour Un cœur en hiver. Une cérémonie émouvante, le triomphe du film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, avec 4 Césars dont celui du meilleur film français. Il faut rappeler que les votes ont été clos 3 jours avant l'annonce de la disparition de Cyril Collard. Il ne s'agit donc pas du tout d'un hommage posthume, mais de la récompense d'un talent et d'une vitalité exceptionnelle. Jamais un absent n'aura été si présent, jamais un mort n'aura été aussi vivant. Jean-Jacques Dufour. Je suis vivant. Le monde n'est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J'y participe. Il m'est offert. Je vais peut-être mourir du sida, mais ce n'est plus ma vie. Je suis dans la vie. Cyril, les nuits fauves, je les porte en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fier de moi. Et je suis sûre que là-haut, tu as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. Cet hommage de Romane, c'est le résumé d'une nuit fauve, une nuit où planait l'ombre de Cyril Collard. Toute la soirée, le monde du cinéma essayait de conserver au-delà de sa mort l'énergie contenue dans son premier et dernier film. Les Césars est attribué à Nuit fauve de Cyril Collard. Pour recevoir le César du meilleur film, Nuit fauve en a obtenu 4 en tout. C'est sa productrice qui est montée sur scène. C'est vraiment la consécration d'un grand talent. Alors souvenons-nous de ce souvenir radieux, laissons-nous porter par l'émotion, pas par la tristesse, et soyons tous vigilants de laisser toujours la place à ces films, cris de rage, cris de liberté et cris d'amour. Vive Cyril. Nuit fauve, c'est le testament d'un garçon mort du sida à 35 ans, un testament en 35 mm. Dans quelques minutes, les diplômés du dernier rang, l'occasion de retrouver Patrick Bruel avec 11 ans de moins dans l'un de ses tout premiers rôles. 22h25, Bal et Masques de Mireille Dumas. 23h45, le dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre. Vers minuit, le cercle du même nom. Michel Filde reçoit ce soir entre autres Claude Chabrol. Bonne fête aux Françoises. Le dicton du jour, limaçon aventureux, temps pluvieux. Pour tout savoir du temps de demain, vous pouvez suivre un limaçon ou alors écouter Sophie Davant. Excellente soirée, à demain, merci.